Quand je gagne l'Oracher, je me rends compte 100 mètres après la ligne, ok, c'est donc ça de gagner. C'est pourri en fait. En 24 heures, j'ai changé 2 numéros, 2 mails et je veux plus parler à personne. Tout ce qui a 2 roues, je veux plus lui parler. Je déteste avoir mal, que ce soit dans la vie, psychologiquement, mentalement, physiquement. Je déteste ça. Je fais un peu contre moi-même un des sports les plus durs qui existent. Tu peux jouer au tennis, tu peux jouer au golf, tu peux jouer au badminton, jouer au rugby, au foot. Le vélo, tu joues pas trop, quoi. On n'en parle pas, hein, mais beaucoup de sportifs de haut niveau sont dépressifs une très grande partie de leur carrière. Parce que toute ta vie de sportif ne dépend que de tes résultats. Les moments les plus difficiles, c'est les moments où je crois que c'est terminé, quoi. Où je me dis, mais je suis pas fait pour ça, quoi. Mais terminé à quel niveau ? J'allais crever, en fait. Bon, Steven, qu'est-ce que les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux devraient savoir de toi, qui ne savent pas déjà ? Bah que parfois je porte des chemises. C'est déjà bien, hein, parce que j'ai souvent ces questions-là sur les réseaux sociaux. Non, mais je sais pas, que je suis sensible, que je suis très breton, très peu parisien, que en 2022 j'ai fait 100 nuits blanches, je ne sais pas, que j'ai commencé le vélo, j'avais 5 ans et demi. Et qu'au bout de 3 ou 4 courses, j'en ai gagné une. Et puis après, ça s'est vite enchaîné vers le plaisir de faire des courses, de jouer avec les copains et puis de construire un peu après une carrière de coureur cycliste, même si j'ai jamais été excellent. Enfin, excellent pour moi, l'excellence, c'est le Tour de France. Dans la discipline que je pratiquais, c'était le vélo de route, même si j'ai fait cyclocross, j'ai fait l'ancêtre du gravel, on va dire. Puis après VTT, et puis voilà, mais non, que j'ai fait beaucoup de sport, j'ai eu 1000 vies, même si le fil rouge de ma vie, ça a souvent été le vélo. Mais j'ai eu 1000 choses dans ma vie, j'ai pratiqué plein de trucs et puis j'en suis arrivé à la conclusion de ce que je fais aujourd'hui un peu. Et puis voilà, et puis ils peuvent savoir, ils devraient savoir aussi que j'ai jamais fait de vélo avec toi. Et c'est un manquement. Pourtant, on n'était pas loin au rock. Pas loin. On n'était pas loin, mais c'est-à-dire que tu travaillais à peu près 20 heures sur 24 et du coup, t'étais plus booké que moi encore. Mais ouais. Non, que j'aime d'autres choses que le vélo aussi. Ouais, comme c'est bien. Non, mais j'aime ne rien faire. C'est assez rare, mais ça m'arrive. J'aime marcher. J'aime boire des coups. J'aime faire des soirées. Je suis assez junkie sur l'approche de la vie, donc tout ce que je fais, je le fais un peu à bloc. Et puis voilà. Mais non, j'aime la liberté en fait. Après ça. Je pense que tout le monde l'a compris, tous ceux qui me suivent, et puis tous ceux qui me suivent pas, bah, peut-être qu'ils vont apprendre des trucs aujourd'hui. Ben, j'espère. Alors, l'idée, c'est qu'on va creuser un peu certains sujets, moi qui m'intéressent, parce qu'effectivement, je te suis depuis quelques temps, et j'ai pu voir quelques-uns de tes docus, tes expériences, puis des choses qui se sont passées plus récemment sur lesquelles j'aimerais revenir, parce qu'il y a un sujet mental aussi, un gros sujet mental qui est très présent dans l'ultra aussi que tu pratiques. Donc voilà, plein de sujets comme ça. Pour revenir sur le tout début, toi, pourquoi le vélo ? C'est quoi le rapport ? Je sais pas, en fait, j'avais un pote qui s'appelait Frédéric. Un jour, il me dit, bah ouais, je suis inscrit au club cycliste cournevien, donc je vais à la Courneuve dans le 93. C'est un peu plus de 5 ans. Il faisait du vélo. Il avait un maillot jaune et bleu, un peu pourrave et tout. Et je dis, bah, j'aimerais bien un peu jouer au vélo avec vous, quoi, parce que moi, je fais du vélo. J'arrive à sauter des trottoirs, des grands trottoirs de 20 cm avec mon vélo. Et j'en faisais avec mon père, machin, mais sans plus. Mon petit frère aussi, mais il était tout petit. Et puis j'ai commencé. On était, je sais pas, 20 dans le club. Et ce Frédéric que j'ai perdu de vue aujourd'hui a dû arrêter le vélo au bout de 1 an, je pense, ou 2. Et moi, ça s'est jamais arrêté.
Mais j'ai commencé le vélo donc dans le 93 et puis j'ai eu ce truc de, je sais pas, on allait au parc de la Courneuve, donc il est à 1 kilomètre de chez moi. Après, j'allais un petit peu plus loin, j'allais dans le 95, Val d'Oise, donc déjà 15, 20 kilomètres de chez moi. Après, je suis allé dans la vallée de Chevreuse, donc après 30, 40 kilomètres de chez moi. Picardie, donc je suis sorti de la région et puis ainsi de suite. Et je suis arrivé à traverser la France, l'Europe, le monde un peu avec mon vélo et c'est toujours aller un peu plus loin et découvrir, ce truc d'explorer quoi. Quand je découvre par exemple, je détestais repasser au même endroit ou faire un parcours aller-retour, sauf quand j'arrivais pas à m'entraîner. Mais pourquoi le vélo, je sais pas, j'aimais bien cet outil un peu bizarre et avec lequel tu peux aller plus loin et tu peux aller un peu vite, t'as des sensations assez vite, même quand t'es môme. Même avec un vélo pourri, tu peux avoir des putains de sensations. D'ailleurs, encore plus, parce que des fois, j'avais pas de frein. Du coup, les vélos d'aujourd'hui, c'est quand même très, très évolué par rapport à ce que j'avais. Mon vélo, il valait, je sais pas, 80 francs peut-être, 50 ou 80 francs. Aujourd'hui, c'est à 80 francs, tu vas au resto peut-être. Et encore. Et voilà quoi. Mais ouais, c'était une manière de m'exprimer ensuite, mais c'est pas facile, ouais. Je sais pas, j'ai cet amour, mais tu vois, j'ai pas un amour particulier pour mes vélos, tu vois, l'outil en tant que tel, tu vois. Toi, je sais que tu testes beaucoup de vélos, mais sur le matos, je suis pas un fou de matos, tu vois. Je suis pas en train de regarder des vélos et dire waouh, ça c'est un putain de vélo, il me fait rêver. Je trouve ça joli, mais j'ai pas une passion particulière pour ce truc-là. Okay. Voilà. Mais plus que pour un ballon, quoi, je pense. Ouais, d'accord. Et alors, ça s'est fait en combien de temps le fait de sortir de ton quartier, de ta ville, de ton département et tout ça, en combien de temps? C'est quoi l'échelle de temps? Bah, t'as 5 ans, t'es en école de vélo. À 10-12 ans, je faisais des courses un peu plus costauds. Je commençais à gagner des courses. En école de vélo, j'ai dû gagner au total, je sais pas, 100 ou 150 courses. Bah, tu sais, ça va vite, parce que tu cours 50 ou 80, entre 50 et 90 fois par an. C'est rien, mais tu vois, c'est presque le même nombre que quand j'étais élite après. Et après, à 16 ans, je veux aller en sport-études. Et mes parents me disent bah non. Et puis les collèges et lycées franciliens me disent bah non, en fait t'es nul à l'école, enfin t'es pas très bon à l'école, t'es pas le meilleur d'Île-de-France à vélo, on va pas t'intégrer. Et puis c'est très cher, donc mes parents avaient pas forcément l'argent. Après je postule à Nice, je crois, Nice, Roubaix et Flers de l'Orne. Et je suis pris à Roubaix. Là, j'ai eu un peu une fracture du mental de me dire que j'allais habiter à Roubaix. Et puis l'ambiance, en fait, c'était La Courneuve, mais dans le nord. Et j'ai envie de partir d'ici. Donc, je suis allé en sport-études à Flers à 17 ans pour avoir mon bac, parce que j'avais déjà redoublé et mes parents commençaient un peu à se tendre, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire, machin. Parce que son conseiller d'orientation, il est plutôt déjà, lui, désorienté, donc il va pas trop t'orienter dans le 9-3, donc il m'orientait vers des bacs pro quelque chose dont j'avais pas forcément envie. Moi, je voulais faire juste un bac pro vélo, quoi. Moi, je voulais juste un bac ou un master vélo et c'est tout. Il y avait que ça qui me faisait rêver. Puis je me disais que j'allais être un champion, quoi. Que je voulais être un champion et voilà quoi, t'as 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai mon bac et puis je commence à bien marcher quoi. Enfin entre 16 et mes meilleures années en fait, je pense c'est quand j'avais 12 ans, après junior où j'étais vraiment solide parce qu'il y avait des gars en sport-études qui étaient tous en équipe de France, dont des gars qui ont fait, je crois que Michael Chérel, il a fait 14 ou 16 ans chez les pros, il vient d'arrêter cette année et je me retrouve avec cette génération depuis les juniors. Chérel, Arnaud Godec qui est jamais passé pro mais qui est passé stagiaire, Binet qui était aussi dans la région Normandie et puis après toutes les Johan Ofredo qui est connu aujourd'hui parce que il est sur France Télé. Après t'as les Maxime Boué, Rossetto, enfin tous ces mecs là c'était ma génération, Pierre Roland, tous ces gars là on était tous toute sa génération 86 quoi, sauf Rossetto qui est un 87 je crois.
Et puis voilà, j'évolue, je veux aller plus loin, je passe en élite, je vais en Normandie, VC Évreux. Et puis après, je me rends compte que c'est un peu plus dur que ce que je pensais. Donc À quel niveau? Tout est dur. Tu fais des courses à étapes, tu fais pas ça, 90 jours de courses par an. Je pense que j'avais commencé au VC Évreux cet hiver-là. Je me fais un hiver entre 8 et 10 000 bornes, parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. J'étais carbonisé en avril. Et en fait, j'en faisais trop, quoi. J'en faisais trop, et puis je faisais trop d'intensité basse par rapport à ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les mecs font du volume, mais ils font quand même beaucoup d'intensité très haute. Des intensités très hautes, et puis les mecs, ils s'entraînent très scientifiquement, quoi. Moi, j'ai commencé à prendre un entraîneur qui s'appelait Antoine Vaillé, qui avait entraîné à Festina, etc. Je voulais vraiment faire les trucs de manière pro, quoi. J'avais du mal à le payer parce que je gagnais 436 € par mois. Voilà, quoi. C'est ça ton salaire quand t'es chez les amateurs, hein. Encore aujourd'hui, je pense, pas beaucoup plus. Sauf que si t'es très bon, on te donne un peu de black, un peu de machin. Enfin, je devrais pas dire ça, mais c'est un peu ça le truc. C'est que les mecs, c'est un peu des mercenaires chez les amateurs en France en vélo. T'as très peu d'équipes qui te font un salaire à 1 000 €. Déjà, c'est beau. Et le but, c'était de passer pro, quoi. Et en fait, je fais des vraiment très belles équipes. VC Lyon-Vaux-en-Velin. Après, je vais au CC Nogent-sur-Oise, où là, je me dis, c'est l'année, quoi. Et là, je gagne 3-4 courses. Le problème, c'est que je me retrouve dans une équipe où il y a Arnaud Demar, Adrien Petit, Julien Guay, donc les cousins de Jérôme Pinault, mais aussi très bon coureur. Rudy Lechev qui gagne une course pro dans l'année, qui passe pro l'année d'après. Jimmy Turgis, il y avait que des numéros 10 en fait. Sauf que la moitié, ils avaient 19 ans, quoi. Du coup, t'arrives, t'as 24 ans, donc t'es un retraité déjà pour eux. Le vélo, on te regarde comme si t'étais fini complet. Et des gars qui passent pro aujourd'hui, t'en as pas beaucoup, quoi, à 24 ans. Et puis j'ai gagné au Tour du Loir-et-Cher. C'est ma seule victoire chez les pros, même si c'est en Continental classe 2.2, mais je volais, quoi, tu vois. J'ai eu 2-3 mois où cette année-là, je volais littéralement, mais niveau très élevé, équipe très forte. Mais je me rends compte que j'étais pas fait pour ça, quoi. Quand je gagne au Loir-et-Cher, je me rends compte 100 mètres après la ligne, ok, c'est donc ça de gagner. C'est pourri, en fait. Et je me rappelle avoir dit à David Lapartien, j'ai aucune émotion, en fait. Parce que lui, il me disait, ça doit être une consécration, quoi. Non. En fait, je me rends compte à ce moment-là que, c'est nul de gagner, quoi. C'est pas ça que je voulais. Je pensais que ça serait plus fort, quoi, que c'est waouh, putain, En fait, t'es juste le meilleur, quoi, sur l'instant, donc, et puis en fait, le soir même, mon manager, il m'appelle, il me dit, demain, on remet ça. Et on remet ça, j'aide à gagner Rudy, Lechev, un coéquipier. Et puis voilà. Puis après, je suis un peu limogé à la fin de la saison. Et je me dis, mais il faut arrêter le vélo, mec. Voilà. Et il y a Eddy Senior qui m'appelle, faire une dernière année. Enfin, c'était pas pour faire une dernière année qu'il m'appelle, c'était pour devenir capitaine de route, leader d'une équipe Villeneuve-Saint-Germain. Et voilà, il y avait 3-4 mecs, 3 Estoniens, un Équatorien, un Australien, l'équipe un peu spéciale. T'es en Picardie, hiver un peu dur, pas trop le moral. Et je me rends compte que j'ai zéro sensation l'hiver, zéro sensation début de saison. Je suis nul à chier. Et au championnat de France à Boulogne-sur-Mer, je sais que ce jour-là, j'arrête le vélo, quoi. Et je pense qu'en 24 heures, j'ai changé 2 numéros, 2 mails. Je sais pas s'il y avait déjà Facebook. 2 numéros de mail. Je change tout, en fait. Et je veux plus parler à personne. Tout ce qui a 2 roues, je veux plus lui parler. Tout ce qui est sur 2 roues. Donc là, t'as eu, en gros, si je comprends bien, t'as eu une espèce de coup de ras-le-bol où tu t'es dit, là, c'est mort, je veux plus jamais entendre parler de vélo. Ah ouais. Ah, je veux plus, parce qu'en plus, Eddy, c'était pendant la course, il me dit, mais qu'est-ce que tu branles, quoi, désolé pour la vulgarité, mais qu'est-ce que tu fous, putain, mec, t'es en queue de peloton. Je suis à fond. Il me dit, je veux pas le savoir, hein, tu vois. Et tu vois, dans la voiture, t'as un Vincent Lavenu, c'est le championnat de France, t'as tous les managers pros, parce que le lendemain, il y a les pros. Et tu te dis, c'est aujourd'hui, et t'es nul. Mais mec, c'est fini, quoi. Parce que t'as pas 100 chances, en fait, dans ta vie de
de faire. Et ce jour-là, je dis, mais j'aime pas ça, en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça, en fait. C'est tout le temps, tout ce temps-là, je dis, mais j'aime pas du tout ça. En plus, c'est un gars qui te parle mal constamment. Mais c'est comme ça, c'est très intense. Les gens sont très cash, très durs. Et en fait, j'étais hyper sensible. Donc, je me cachais, et je me cache toujours derrière une carapace, des fois, de dur à cuire, solide. Et limite, des fois, trop dur. Mais ouais, c'était trop, quoi. C'était trop. J'en pouvais plus, en fait. J'ai dit, mais arrête ça. Et en 24 heures, je me réinscris à une formation communication Master 2. Je m'inscris dans 8 écoles pour passer les trucs. Enfin, j'ai refait la même chose que je faisais dans le vélo, c'est-à-dire complètement barjot et excessif. Et je l'ai fait, voilà, quoi. Et en 3 mois, j'apprends par cœur Twitter, j'apprends par cœur Facebook, il n'y avait pas encore Instagram, et je me dis, mais c'est quoi le truc, là? Dans les 3 prochaines années, je fais quoi? Et en 6 mois, je monte une boîte, je fais mon master sur ma boîte, j'emploie des stagiaires de ma propre école, qui étaient plus jeunes que moi, ils avaient 19-20 ans, pour être des stagiaires de ma boîte à moi, et je designais des vélos, je fais des fixies parce que je voyais que ça marchait bien dans la pub et tout, et je vendais des fixies à des publicitaires qui sont après devenus des amis, blablabla. Donc voilà, j'ai dû vendre, je sais pas, 200-300 bikes, mais c'était cool, quoi. Tu rencontrais des gens, et puis après j'ai voulu relancer ça à grande échelle, mais dès que je me suis rendu compte que j'étais un vendeur, j'avais une quincaillerie, quoi. J'avais pas envie, j'avais pas envie d'acheter des cadres à 80 € en Asie et de les revendre à 1000 balles. J'avais pas envie de ça. J'avais envie de, peut-être, hier, j'étais dans les Pyrénées. Il y avait les artisans du cycle, tu vois, qui faisaient un truc. C'est pas du tout une publicité, mais en parlant avec les gars, en fait, ça, j'aurais pu le faire. Tu vois, j'aurais aimé le faire, tu vois. Mais comme j'ai aucune patience et que je suis un peu feignant sur les bords, je me dis, mais putain, tu mets 5 ans à apprendre à bien souder un cadre, peut-être un peu moins. Après, faut marketer le bordel. Est-ce que tu vas en vendre? Allez, si t'en vends 12 par an, t'es un genius la première année. Donc, ouais. Alors, si on revient un peu sur le ras-le-bol, le ras-le-bol, ça portait sur quoi? Ça portait sur le vélo, ou ça portait sur l'esprit de compétition et finalement cette grosse pression que t'avais d'être toujours plus fort? Non, il y a plein de choses. Il y avait moi. En fait, je pense qu'il y avait moi. Je suis pas fait pour ça, je pense. Je pense que je suis pas fait pour. Je suis pas un compétiteur. On en parlait avant tout ça. Je suis pas compétiteur, en fait. Je pense que je suis un cancre dans tout, en fait, à la base. Je suis pas un compétiteur. Je suis pas compétitif. Je déteste la douleur. Je déteste avoir mal, que ça soit dans la vie, psychologiquement, mentalement, physiquement. Je déteste ça. Je fais un peu contre moi-même un des sports les plus durs qui existent. J'aurais pu faire de la boxe, c'était pareil, mais un peu plus court. Et tu prends un peu moins de coups dans la gueule en vélo, mais tu les prends quand même d'une certaine manière. Et ça m'a modifié, quoi. Je suis devenu un sale con, mais vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres, quoi. Parce qu'en fait, t'es dans une telle bulle que tu crois que t'es le meilleur, quoi. Tu crois que tout est dû, on te prend quand t'arrives à un certain niveau. J'étais à un tout petit niveau, hein, mais chez les pros, je pense que c'est encore pire. Mais on t'amène ta valise où il y a ton nom dessus dans ta chambre, on te lave tes affaires, t'es complètement assisté, tu sais pas ce que t'as forcément dans tes ravitaillements parce que t'as quelqu'un qui s'appelle un assistant qui te les fait, t'as un soigneur, t'as un kiné, t'as un truc, t'as un ostéo, tes seuls amis, c'est donc ce cercle-là, plus 2-3 mecs qui font du vélo avec toi. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est que je me suis rendu compte avec la génération Pinot, Bardet, Julien Alaphilippe et compagnie qui sont arrivés, j'ai dit, mais je peux pas, en fait, il me manque une vitesse sur le bordel, quoi, tu vois. J'étais en fond de 5e, tu vois, je faisais des échappées, j'ai gagné des courses, mais là, c'est autre chose, quoi. Quand je rencontre Thibaut, je crois que j'ai couru 2-3 fois avec lui, donc j'ai fait le tour du Val d'Aoste avec lui. J'ai dit, il y a un problème, quoi. C'est quand dans le fictif, déjà, tu commences à être essoufflé. Bon, j'avais 70 jours de course dans l'année. Enfin, déjà dans les jambes, mais j'étais explosé, quoi. T'arrives dans le premier col, personne baisse le plateau, alors qu'en France, tout le monde met des petits plateaux pour monter un col à 10%, et là, ça monte un peu au sprint et tout.
Je dis, mais là, il y a un problème, non? J'ai mangé quelque chose qui allait pas ou... C'était quoi la différence? Enfin, préparation, c'était Non, quoi tout va plus vite. Non, mais ils étaient plus forts, en fait. Ils étaient plus forts. Mais comment on devient plus fort? Ben, j'en sais rien. Tu nais plus fort, en fait. Tu nais plus fort, en fait. Biologiquement, ces gars sont plus forts. Enfin, je me suis rendu compte, qu'ils étaient plus forts, plus légers, plus stratèges, je sais pas, parce que, voilà, mais... Après, peut-être que je faisais pas tout parfaitement, mais tu vois, j'avais pas envie de devenir anorexique complet, parce que ça m'est arrivé quand j'étais en sport-études, tu vois, avec la taille que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire 1m78, je suis descendu à 57 kilos, je crois, ou 56 kg 8. Je suis tombé à 3 de ferritinémie, hospitalisé. Je me rappelle, j'avais un niveau assez bon en cyclocross. Non, c'était une Coupe de France à Sedan. Je me pète la gueule, premier virage. En fait, j'étais à la limite de l'évanouissement, quoi, parce que j'avais mangé que de la compote, parce que je voulais être léger. J'étais intelligent. Et c'était ça tout le temps. Et c'est sûr, dès que tu commences à bouffer et que tu fais du vélo, bah, t'es mort. Enfin, chez les élites. Je pense que ça aide pas. Je vivais ici une grande partie du temps. Après, j'ai vécu dans les Alpes. J'ai vécu un peu partout en France, mais quand tu vis ici, je me rends compte aujourd'hui, parce que je voyage quand même beaucoup en France et un peu partout en Europe et dans le monde aussi, mais le moins possible aujourd'hui. Mais c'est pas pareil, quoi. Quand tu vis dans les Vosges ou quand tu vis dans les Pyrénées, là j'y étais pendant 7 jours. C'est sûr, tu te fais le pic du midi tous les jours, tu fais 903 000 tous les jours. Il y a un moment où tu progresses un petit peu, quoi. C'est sûr que quand tu fais les 17 tournants dans la vallée de Chevreuse, même si tu les fais 36 fois, ça c'est pas pareil. Ouais. Même si on te fait croire que non, ça n'existe pas. Donc ouais, il y a plein de choses, je pense. Plein de choses, mais la base de tout, c'est que j'étais pas fait pour ça. En fait, c'est juste le truc de lassitude aussi. Tu vois, le truc de j'ai pas envie. Tu vois, des fois, j'étais par la fenêtre comme ça. Et dès que je vois une fenêtre comme ça entrouverte, j'ai toujours cette sensation-là des fois j'avais les larmes et je regardais la fenêtre, mais pendant des heures. En fait, mes deux trucs que je regardais le plus, c'était le frigo et la fenêtre. Parce que je regardais la météo qui faisait dehors et le frigo pour voir s'il y avait un truc qui était apparu par la voie du Saint-Esprit à l'intérieur, parce que j'étais fou. Et après, il y a plein de gars qui vont te dire l'inverse. Mais il y a plein de gars que je connais qui vont te dire la même chose. Et qui ont eu des problèmes avec l'alimentation, qui ont vécu une partie de leur carrière sous antidépresseurs, et puis voilà. Après, on n'en parle pas, mais beaucoup de sportifs de haut niveau sont dépressifs une très grande partie de leur carrière. Parce que toute ta vie de sportif ne dépend que de tes résultats. C'est un truc de résultat. Quand t'es au taf, même si t'es fonctionnaire ou n'importe quel job, t'as une notion de résultat. Mais tu vois, un prof, il veut qu'il y ait des résultats. Mais c'est lui qui juge ses élèves. Moi, je suis jugé par qui? Je suis jugé par mes adversaires, par une ligne d'arrivée, quoi. Tu vois, je suis jugé par des mecs que je connais pas, qui arrivent de je sais pas où et qui me déglinguent, ou des fois je suis plus fort qu'eux, tu vois. Mais c'est dur. C'est une bataille. C'est une espèce c'est de la boxe c'est la guerre un peu sans les armes, quoi, tu vois. Et c'est dur le vélo, quoi. Ouais. C'est surtout ça. C'est hyper dur. Et alors, quand tu vois, là, le tour a démarré hier. Ouais. Avant-hier. Quand tu les vois, ça, qu'est-ce que tu ressens quand tu les vois? Est-ce que tu te dis waouh, incroyable, c'est l'élite, ou tu te dis, enfin, est-ce que tu les envies? Est-ce que tu envies leur vie? Et est-ce que tu te dis waouh, ça c'est génial ce qu'ils font, ou tu te dis ouais, putain, c'est quand même un peu beaucoup? Ah non, pas du tout. J'envie pas leur vie. Non, j'envie pas leur vie, mais j'adore le vélo. Non, j'aime le vélo. Mais je vois Loïc Bruni qui fait une descente, tu vois, je regarde un truc, n'importe quelle coupe du monde de DH, je vois les Rampage, je vois des gars qui font de l'enduro, je vois une vidéo de Kylian Bron, j'aime le vélo, en fait. J'aime ça, tu vois. Un gars qui fait une connerie, qui fait un soleil, un gars qui fait un double backflip, j'aime ça. Ça me fait rire. J'aime le deux roues. Mais je peux pas m'empêcher de voir ce qu'il y a derrière. C'est dur. C'est dur. Tu vois, le gars qui a gagné hier, là, enfin, on peut pas dire exactement quelle journée. Oui, non, mais bref, il y a 2 Français qui ont gagné les 2 derniers jours, parce qu'on enregistre, on va dire, le 1er juillet. Romain Bardet, il a eu 95% d'échecs dans sa vie, Romain. Romain, sa kiné, quand j'étais dans les Alpes, c'était sa cousine.
c'était dur, c'était déjà dur. Il était pas passé encore, Romain, pas passé pro, mais c'est dur tous les jours. C'est la première fois qu'il porte le maillot jaune, le mec. Il aurait dû le porter 100 000 fois. Il aurait dû, mais ça veut dire quoi? Il aurait dû, tu vois. Et tout est comme ça, tu vois. Un Julien Alaphilippe, mais mec, c'est un monstre. Et il y a 6 mois, on lui crachait dessus. Là, il a fait un super Giro et voilà. Là, je te parle de l'élite, mais imagine un gars qui est à la tempête en amateur, qui s'entraîne comme un pro. C'est ça la vérité. C'est que le mec a les mêmes rêves, la même envie, il met la même énergie, le même professionnalisme parfois. Et juste, la porte elle est fermée, mec. T'as pas la bonne clé. C'est tout. C'est ça qui est beau dans le vélo. Ouais. C'est tellement dur, tu vois, le nombre d'échecs, ça on n'en parle jamais. Mais t'imagines les gars, un gars comme Cavendish, première étape du Tour, il est à la rue au bout de 20 bornes, il sait même plus comment il s'appelle, il a vomi 40 fois. Il a passé la journée avec 5-6 de ses coéquipiers qui le tiraient comme si c'était un morning ride dans la vallée de Chevreuse, mec. T'imagines, le mec a été quand même le meilleur sprinter du monde pendant 10-15 ans. C'est ma génération, Cavendish, donc c'est dur. C'est dur. Ouais. Ah ouais, putain, tu joues au tennis. Tennis, c'est pareil, mais tu fais un premier tour ou tu fais un tournoi open, tu peux gagner 2-3 sets, tu vois. Vélo, tu perds tout le temps. Hein. T'es un jour où t'es mal, tu fais que te faire taper dessus, comme on disait, quoi. Ok, donc le vélo, c'est cool. Mais par contre, les sacrifices que tu fais, ça l'est moins. Ouais, non, le vélo sur route, c'est très dur, en fait. C'est très dur. En fait, il y a un niveau concurrentiel qui est énorme, hein. Et puis voilà, et c'est pas un jeu. Le vélo sur la route, si on monte Pidcock qui roule à 95 ou 100 ou 105 dans les descentes de col, c'est un gars sur 1 million. C'est sympa. Mais la vérité de tout ça, c'est que le mec, c'est un genius, quoi. Tu vois, quand tu fais du VTT, c'est déjà un peu plus drôle, tu vois. Quand tu as des vélos un peu plus engagés, comme ce que tu pratiques toi, enduro, DH, c'est un peu plus un jeu encore, si tu maîtrises un peu. Mais le vélo sur la route, c'est pas trop un jeu, quoi. Ouais. Tu vois, tu peux jouer au tennis, tu peux jouer au golf, tu peux jouer au badminton, mais jouer au rugby, au foot, le vélo, tu joues pas trop, quoi. Ok. Voilà. Le lien avec l'ultra, c'est quoi finalement? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton activité... Enfin, c'est ta pratique numéro 1. Comment t'es tombé dans l'ultra? J'avais aucune envie de tomber dans l'ultra, en fait. Moi, j'arrête le vélo en compétition en 2011, 2011, 2012, 2013, 2014. Je reprends des études. Je fais un master 2, communication digitale, voilà, pour être directeur de la com, quoi, en gros. Donc je monte ma boîte, je faisais des vélos, etc. Donc j'apprends tout ça, je l'implémente, je balance, ça marche bien. Et puis en fait, j'avais pas envie de vendre de la ferraille, j'ai pas réussi. Donc c'est comme ça que je le voyais. Hein. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est ma caricature mentale. Donc voilà. Et puis je deviens communicant pour des marques, des personnalités, des athlètes du monde politique, sportif, etc. Dont une marque de voiture qui s'appelle Skoda We Love Cycling. C'était un projet We Love Cycling. On tient ça un peu avec mon ex-copine Victoria, où ça marche bien, en fait, ça se passe bien. Et en même temps, je deviens responsable de la communication digitale et équipe de France de la Fédération française de triathlon, où je suis embauché pour la presque première fois de ma vie, vraiment CDI, jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio. Enfin, c'était un CDI qui devait durer juste après Rio. Et en fait, je fais des gros burn-out, dont un très gros juste avant et juste après les Jeux, où en fait, je revois la même chose que quand j'étais athlète, c'est-à-dire que je revois des champions, des championnes qui sont jugés qu'à la notion de résultat, parce qu'on parle de performance, tu vois, ce qu'on fait, c'est une performance, quand tu fais du vélo, c'est une performance, chacun sa performance, mais l'objectif de résultat, donc c'est un chiffre qu'on te donne en fonction de ton arrivée, et c'est très frustrant quand mes athlètes, je les appelais mes athlètes, parce que je faisais partie de cette fédération, se ratent, quoi.
se rate, hein, Vincent Louis qui se rate au jeu à Rio. J'ai Dorian Coninx qui rate sa pédale, qui se rate, alors que le mec n'a jamais raté sa pédale en, je sais pas, en 10, 15 ans, 20 ans de carrière, et ainsi de suite, quoi. Bon, Cassandre, les deux filles, elles commençaient à ce niveau-là, chez les élites, elles étaient très jeunes, voilà, 19 20 piges. Donc c'est dur. Mais c'est dur pour moi. Et puis surtout, je passe du temps au Club France et je me rends compte que Florent Manodou il est dans le même état psychologique que je pouvais être quand j'ai arrêté ma carrière, même si je n'ai jamais vu un millième de sa carrière, ni de son palmarès. Et je me rends compte que des mecs dans la voile, des mecs dans toutes les disciplines, ils sont dans le même état psycho. Ils sont barjots, quoi. Ils sont tristes parce qu'ils sont ratés pour beaucoup, et d'autres qui ont très bien réussi, qui sont très fiers, et tous ces mondes s'entrecroisent, et je trouvais ça tellement dur, en fait, ce truc de cette espèce de balle de gens qui se croisent, qui sont jugés sur le truc, tu vois, sur un résultat, et en fait le mec c'est une merde parce qu'il s'est loupé, et l'autre c'est un génie parce qu'il a réussi, quoi, alors que c'est un jour de course, tu vois, sur 10, 15, 20, 30 ans de carrière. Et je trouvais ça dur, tu vois. Je trouvais ça c'était un peu je voyais ça comme un grand bal dans un château, et en fait, quand ils enlèvent leur masque, ils se rendent compte que certains sont nuls à chier ce jour-là, et c'est dur. Donc, je pète un câble, et puis il y avait aussi l'effet olympique où on est dans une période olympique, mais c'était un peu mascarade dans ma tête où je me dis, j'allais courir dans les favelas de Rio. Et à 2 kilomètres de là, t'avais des sponsors qui avaient mis des millions pour être présents sur tous les ponts de Copacabana. Tu vois, le grand écart était gigantesque, quoi. Tu vois. Et voilà. Et je venais en plus de faire 3 semaines sur le Tour de France avec cette marque automobile. Et c'était très bien passé, mais j'avais revu plein de coureurs avec qui j'avais couru, dont Romain, dont d'autres. Et c'était intense, en fait. J'ai eu 2 mois pour me rendre compte que j'ai envie d'être loin du haut niveau. Et puis encore une nouvelle fois. Ouais, une nouvelle fois, parce que je me dis finalement il y a plein de mecs, hein, tu vois, un Steve Chenel et plein, Jacques Durand, il y en a plein qui restent dans le milieu parce que on aime ça, tu vois. Bon, ils ont été bien meilleur niveau que moi, rien à voir, mais j'ai toujours eu cette finesse de comprendre, d'analyser les courses. J'ai toujours eu ce truc-là, comme j'étais pas mauvais physiquement, mais j'étais pas mauvais. Du coup, faut être un peu malin. Du coup, j'étais assez malin. Et du coup, je sentais la course. Mais j'avais plus envie de ça, quoi. J'avais plus envie du haut niveau. Du coup, je demande à quitter la Fédé. Ils me disent non. Et je leur dis si, parce que je vais vraiment partir, en fait. Et voilà. Et ils me disent pourquoi. Et je dis, je vais faire de l'humanitaire au Népal. Ok. D'accord, bon, on comprend pas. Parce que t'es un peu l'inverse de ça. Tu sais, pour eux, j'étais vraiment l'inverse de ça. Alors que je suis totalement ça. J'aime les gens, j'aime donner, en fait. Je suis généreux, et je quitte ce monde-là pour aller au Népal. Au début, pour passer, j'avais un visa de 90 jours. En fait, je passe 120 jours au Népal, où je passe du temps au monastère. Je fais 2 fois 10 jours de méditation silencieuse vipassana. Je fais du temps au monastère en dehors de ça aussi. Je passe du temps à ne rien faire du tout, parce que là-bas au Népal et dans beaucoup de pays dans le monde, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Et je change de vie, quoi. Je change de vie, je rencontre plein d'alpinistes, je passe du temps au camp de base de l'Everest, je passe du temps en haute altitude, 30 jours au-dessus de 4000, 4005, et je me mets un peu des cartouches physiques, et je me dis, putain, mais en fait, t'as encore les watts, quoi. Tu vois, je fais 2-3 conneries en Alpi où j'ai failli crever parce que je croyais que c'était un peu easy, et en fait, la montagne, elle est un peu dangereuse. Et t'avais un vélo déjà là-bas ou pas? Non, j'avais pas de vélo. J'avais pas de vélo, je voulais plus toucher un vélo. J'avais toujours le truc de no way, quoi. Ouais, je faisais 2-3 sorties avec des gars j'avais un copain qui était pro. Enfin, j'avais pas mal de copains, mais mon meilleur ami était chez les pros. Et voilà, quoi. Et puis, je rencontre un gars sur le camp de base de l'Everest qui s'appelle Jean-Michel Jorda, et il me dit putain, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'ai traversé une partie de l'Himalaya avec un vélo et tout. De l'Himalaya, genre ici. Ah non, j'avais démarré à Kanchenjunga, 3e sommet du monde, et tu peux tout traverser, ça s'appelle le Great Himalaya Trail. Par contre, c'est pas trop fait pour le faire en vélo. Et dans ma tête, en fait, juste après, je pense j'ai fait à peu près 150 recherches sur Google, et je savais déjà ce que j'allais faire l'année d'après.
Et en fait, j'ai passé 8 mois, enfin, ouais, entre 6 et 8 mois à essayer de financer ça en me disant, je vais essayer de mettre la première aventure himalayenne, ou en tous les cas himalayenne en vélo, un peu dans des endroits qui venaient de changer ma vie, parce que cette année-là a vraiment changé ma vie. Hein. J'ai changé complètement ma manière de réfléchir, ma manière de vivre, ma manière de me positionner par rapport aux autres, par rapport à la vie, par rapport à la compétition, par rapport à tout, par rapport à l'argent, par rapport à détenir, tu vois, avoir, être, toutes des notions qui... on nous apprend pas ça tout de suite à l'école. Je pense qu'on nous apprend pas du tout ça. Et on nous apprend à gagner notre vie, à être dans un tunnel, tu vois. Maternelle, école primaire, université, blablabla, tu suis le tunnel et puis à un moment, hop, t'achètes un Renault Espace, t'as un Labrador et t'as une voiture, t'as une femme et tu fais des enfants et c'est parti, quoi, tu vois, mais c'est un peu le délire, quoi. Je caricature, mais on n'est pas loin de ça. Et puis après, il faut que t'apprennes à élever des enfants et à le faire bien et puis voilà. Donc toujours comme ça, mais tout ce qu'on t'apprend pas à l'école, notamment l'apaisement, le bonheur, la bienveillance, ça sert à quoi la vie? Voilà, tous ces trucs-là, j'ai fait que ça pendant 1 an et demi, 2 ans, dont juste après cette traversée de l'Himalaya d'est en ouest où là, je tombe amoureux de l'aventure. Donc l'ultra, il vient de là, mais je voulais pas faire de compète. Je voulais juste faire des aventures. J'avais le truc d'orgueil, d'ego aussi, de comment tu vas devenir quelqu'un. Peut-être c'est ça ton truc en fait. T'as toujours voulu faire des trucs fous. Tu vois, quand j'étais dans les Alpes, je me rappelle, je sais plus si c'était Bardet ou un autre, il m'avait dit, mais là, tu fais le Revard aujourd'hui. Mais il fait moins 10, mec, là-haut. J'ai dit, mais moi, je sais pas skier, en fait. Donc, faut bien que je m'entraîne, quoi. Tu sais, il faisait du ski de fond là-haut, il s'était à la fécla et en claquette. Moi, je vais là-haut, au premier arbre, je suis dedans, tu vois. Enfin, à l'époque. Donc, voilà. Donc, je montais le Revard sous -7, 2 fois dans la matinée. Et puis, je rentrais, je mangeais 2-3 pommes et c'était bon, quoi. Tu vois. Donc là, tu fais cette traversée. Télévisée. Ouais. Combien de temps ça 51 jours, c'est 51 jours, 80 jours au Népal, parce que je passe les 20 premiers jours au Népal à essayer de retirer à la machine à carte de l'argent pour payer l'expé, parce que les sponsors avaient pas, tu sais, il y a le truc de 30 jours, 60 jours fin de mois, machin truc. Eux, ils avaient ces problématiques comptables, parce que je signais des sponsors à la fin, parce que personne n'y croyait, personne croyait que j'allais partir, mais c'est complètement barjot, jamais de la vie il parle, le mec. En plus, je les entendais. Des fois, il parlait, j'étais dans la pièce, quoi. Et moi, j'étais comme ça, je la regardais, mais dans ma tête, j'ai toujours eu ce truc de ils me connaissent pas, quoi. Et toute cette année-là, je suis coursier à vélo pour financer ce truc. Je suis quand même coursier à vélo dans les rues de Paris. Et le soir, je me mets 2-3 heures d'home trainer sur l'ancêtre de Zwift et je me mets des cartouches, quoi, sur un vélo à 500 €, quoi. Et voilà, et je traverse l'Himalaya, quoi. Et ça, c'est quelle année? 2011, j'arrête le vélo. 2017, je pars au Népal la première fois. 2018, je traverse l'Himalaya. Et après 2019, je fais Paris-Dakar à vélo. En fait, je reviens, je fais un espèce de Brest-Bonifacio en revenant de l'Himalaya où je me dis, est-ce que je peux faire un truc un peu farfelu en France? Je prends les 2 points les plus excentrés, je finis par le GR20 à pied. Et puis je me dis, c'est cool, en fait. Putain, il y avait des gens qui réagissaient, même l'Himalaya déjà, il y avait des gens qui étaient, waouh, putain, mec, ils étaient à la machine à café à regarder Samuel Etienne qui présentait mes conneries à la télé et qui disait, putain, c'est marrant ce gars avec le café comme ça au boulot. J'irais bien faire un peu de vélo, quoi. Et en fait, je suis tombé un peu accro à ce truc il m'inspire un peu ce con-là avec sa barbichette. Et du coup, voilà. Okay. Ce truc de accro à ça me donne envie de faire d'autres trucs avec plus de sens. Je suis rentré aussi un peu dans le truc de me dire faut que je mette encore plus de sens, c'est-à-dire encore plus d'humanité, mais aussi il y a des sens plus grands que nous. C'est-à-dire, pourquoi ne protégeons-nous pas la planète? Tu vois, par exemple, je me rendais compte dans les refuges au Népal que c'était plus cher pour eux de faire rapatrier des bouteilles, des canettes de bière ou de Red Bull ou machin, de les faire redescendre, que de les laisser là et d'en faire un contour de jardin, par exemple, ou un contour de lodge. Ouais. Et du coup, il avait 4500 bières
Et il me dit, ouais, je les mets à l'envers, c'est pratique. Comme ça, je les je dis, ouais, super. Cool. Donc, voilà, quoi, tu vois. Et donc, je réalise qu'il faut que j'aille plus loin sur la planète, sur le dérèglement climatique. Donc, sujet pareil que je sais pas, je me siphonne le cerveau pendant 3 mois à la limite de la dépression, parce que je me rends compte en écoutant à peu près 200 experts français internationaux qu'on est dans un monde fini. C'était avant tout ce qui s'est passé, hein, le Covid, le machin, où tout le monde a appris qu'on allait tous mourir à un moment donné, quoi. Enfin, je sais pas, on le savait, non? Et là, on se rend compte que l'être humain, il fait un peu de mal aux espaces verts. C'est un peu ça qui s'est passé, alors que c'est 1000 fois plus grave que ça, mais je fais une espèce de dépression de ce truc-là, parce que je me rends compte que personne se rend compte de rien. J'en parlais pas encore et je dis bon bah je vais faire des projets là-dessus. Donc je concocte un projet un peu à la sauce Le Yarrick qui s'appelle le projet 666, dont l'intro était de Paris à Dakar, peu clin d'œil à Paris-Dakar à la voiture, machin. Et je fais en vélo 5620 km en 20 jours et puis film derrière. Et puis l'envie de montrer c'est cool d'être en vélo et puis on peut tout faire avec, quoi. Un peu tout faire. Génial. Voilà. Donc 666 ? Ouais, projet 666, projet un peu chiffre provocateur, chiffre de la bête, chiffre du diable, machin, pour montrer qu'on est dans un monde fini, que la planète se réchauffe, qu'il y a un dérèglement climatique qui est installé, qu'il va y avoir un peu plus de tornades, de tempêtes, que les températures l'été, on va avoir des hivers un peu pourris, un peu plus pourris ou un peu plus chauds. En gros, ça sent pas très bon. Et mon truc, c'était de m'exposer aux températures peut-être de demain, monter jusqu'à 60 degrés au soleil, même un peu plus. Donc voilà, intro Paris-Dakar, et puis après les 6 déserts les plus hostiles du monde, enfin on va dire déserts le plus difficile de chaque continent. Arctique, Antarctique, que je n'ai pas fait encore, et 2 déserts polaires, parce que c'est quand même l'Antarctique le plus grand désert du monde. L'Australie, que je vais faire cette année, avec désert de, je pense, ce sera désert de Gibson-Simpson, je pense ce sera autour de 4500 km. Et puis après, Chili, que j'ai fait juste en fin d'année dernière, dont on reparlera après. Atacama, enfin Chili Atacama, donc ce désert-là qui a été pour moi le plus difficile pour l'instant. Namibie, projet, le premier désert que j'ai fait, qui a été sans doute une des plus belles expériences que j'ai eues sur un vélo, avec l'Himalaya, avec rencontrer avec des animaux qui me faisaient rêver, tu vois. Tu roules avec des girafes, c'est un peu cool. Tu roules avec des animaux qui courent à 70 km/h, un peu en claquette, quoi. Donc, tu te dis, ah ouais, en fait, ils sont tous plus forts que moi si j'ai pas de véhicule. Et la Mongolie, donc désert là où c'était très difficile, comme le Chili, parce que c'est des temps très longs. C'était un peu un retour à l'époque de Gengis Khan, les grands empereurs, tu vois, à dire putain, les mecs, ils attaquaient quand même le Vatican, ils devaient faire 13 000 km à pied, et ils se disaient qu'ils allaient gagner, quoi, tu vois. Ils partaient à 100 000 soldats, et ils se disaient, ça va le faire. Donc, j'ai fait 2500 bornes là-bas, dans des conditions climatiques compliquées, où Namibie, il a fait jusqu'à 50, 55 degrés. Mongolie, on était plus sur du froid, donc pas loin de -20 des fois, mais c'était pas non plus extrême, même si ça valait pas le lac Baïkal que j'ai traversé aussi, mais c'était dur. Et là, Chili, c'était surtout pas d'eau, pas à manger, pas à boire, des temps longs où t'as des stretches de 350, 400 km sans à boire, sans à manger, donc faut être un peu autonome, et pas drôle du tout. C'est vraiment pas drôle. Et en fait, au fur et à mesure de ce projet, je me rends compte que c'est ce que je voulais, hein. C'était un peu me dégoûter de tout ça, en fait. Me dégoûter de ce que peut être la vie de demain, parce que c'est invivable. Et j'approche des fois un peu trop près de ma finitude sur ces projets-là. Et c'est ça qui m'a mené à la fin de l'année passée à faire une espèce de dépression, ou en tout cas de dégoût, de difficulté avec moi-même, vis-à-vis de ma pratique, pas vis-à-vis du vélo, mais vis-à-vis de
arrête de te faire mal, quoi. Voilà. Et c'est marrant justement parce que c'est pas très marrant, mais on voit sur tes réseaux sociaux, parce que tu communiques quand même beaucoup, que c'est des choses que tu t'es presque à l'aise de partager. Enfin, c'est-à-dire tes moments de doute, les moments où tu craques, les moments où t'es où t'es au bout. C'est des choses que tu partages. Ça fait partie des, je sais pas, de tes principes, des choses que tu as envie de faire. Pourquoi? Pour inspirer, pour partager des choses. C'est quoi la finalité de ça? Bah, en fait, gagner des courses de vélo, c'est pas très universel, en fait. Les gens qui gagnent dans la vie, t'en as pas beaucoup. Des gens qui ont mal, il y en a quand même pas mal. Je pense que tout le monde a déjà eu mal dans sa vie. Tout le monde a mal. Tout le monde en chie. Tout le monde a déjà pleuré. Même les gros durs. Tout le monde se sent pas à sa place. Tout le monde s'est déjà dit pourquoi on fait tout ça en fait, tu vois. Et moi, j'estime, ça me fait du bien. 2, j'estime que j'ai une mission sur Terre. Je sais pas pourquoi, mais dans l'Himalaya, c'est ce que j'ai senti, ressenti et implémenté. Parce que je me suis dit, j'ai aidé une personne. Parce qu'il y a une personne, tout l'Himalaya, qui était en fin de vie, en fait, en phase terminale de cancer. Et en fait, son entourage m'envoyait des messages, mais ça lui fait trop de bien, continue et tout. Et je craquais tous les jours, tu vois, parce que je me dis, mais je suis en train de porter mon vélo pendant 16 heures par jour. Parce que l'Himalaya, j'ai porté 65-70% du temps. Et je me dis, mais t'imagines, j'aide quelqu'un en faisant mes conneries, c'est bien quand même, tu vois. Je suis pas médecin, je suis pas scientifique, ni chirurgien, je suis pas pompier, je sauve pas des vies, pas policier, pas machin, mais peut-être je fais du bien, quoi. Donc, ce truc-là, je suis un peu accro à ça. Donc, oui, des fois, je montre trop, parce que c'est très français de se dire, peut-être il en fait trop, mais en même temps, je m'en fous. En même temps, je m'en fous parce que moi, ça me fait du bien. J'aide des gens, même si j'en aide 1 sur 1000, ça me fait du bien. Je pense en aide beaucoup plus que 1 sur 1000 sur mes réseaux. Mais bon, les gens qui m'aiment pas, ils dégagent, tu vois. En fait, la vie, elle est trop dure. Sinon, quand j'étais petit, je voulais être le plus beau, le plus intelligent, le plus parfait, le plus machin. Oh, il est mignon. C'est nul d'être mignon, tu vois. C'est nul d'être parfait. C'est nul de faire plaisir à tout le monde, à ta maman, à ses amis, à tout le monde. Faire plaisir à son père, vouloir devenir journaliste comme lui, vouloir faire ci. J'ai envie d'être moi, en fait, tu vois. Et ce truc d'être moi, ça passe par ça, je pense. Ça passe par ça. Alors, des fois, c'est trop, des fois, c'est pas assez. Des fois, j'ai le syndrome de l'imposteur. Des fois, pourquoi je parle, pourquoi je suis à la télé, tu vois, pourquoi je fais des médias. Voilà. Et surtout quand tu vas mal, tu vois. Ça m'a impressionné. J'ai été un peu dans ce milieu, pas show business, mais un peu médiatique, où tu vois des mecs... ou des animateurs télé qui sont en pleurs avant de rentrer sur le plateau, à la limite qui se mettent de l'alcool dans la gueule pour être juste souriant, quoi. Je trouve ça ouf. Et moi, j'ai pas envie de mentir aux gens. Moi, tu vois, j'ai envie d'inspirer les gens, mais des fois, je suis dans le dur, quoi. Des fois, je suis dans le dur. Et surtout quand je me mens à moi-même, quoi. Et au Chili, c'est un peu ça qui s'est passé. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler, parce que t'as communiqué là-dessus, on en a parlé un petit peu avant. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tu nous dis que, enfin, c'est ta perception de toi-même, par rapport à ce que tu faisais, qui t'étais, etc. T'es allé loin. Enfin, concrètement, tu peux nous en parler un peu? Ouais, il y a plusieurs choses, mais en fait, j'ai recommencé l'ultra à partir de l'Himalaya. J'ai fait deux, trois épreuves d'ultra endurance. Un peu connu en France, en Europe, voilà. J'en ai gagné certaines. J'ai gagné Race Across France, Race Across Belgium. J'ai battu des records sur des courses. Je bats le record de Paris à Dakar pour être un peu médiatisé aussi. Et puis après, je fais des courses internationales, donc je fais des résultats, la Silk Road, la Tour Divide, je fais 4, Atlas Mountain Race, 4e encore, tu vois. Donc je me retrouve avec des gars qui sont plus forts que moi, je l'accepte. Et mais au fond, je m'en foutais. En fait, j'ai fait de l'ultra aussi pour me dire, je vaux quoi par rapport à mes pairs d'aventureux ultra, par rapport aux meilleurs du monde dans la discipline que je pratique, même si mes aventures, je les trouve beaucoup plus dures que certaines courses d'ultra. La seule différence, c'est que je dors pas. En ultra, sur une Tour Divide, tu dors 2-3 heures par nuit, en moyenne.
Quand je fais mes aventures, je dors entre 5 et 7, quoi. Voilà, mes aventures, c'est des aventures entre 20 et 51 jours, 80 jours. Ça, c'est dur. Ça, c'est très long et t'es très loin de chez toi. Et voilà, donc j'ai fait ça. Il y avait un truc d'ego, d'orgueil, de réussir un peu, de me dire écrire ma légende aussi, me dire waouh, est-ce que je peux être le meilleur? Et non. Donc voilà, j'ai pas réussi et j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de perdre 15 kilos là. Tu vois, tout le monde me dit mais c'est bizarre, hein. C'est tout de suite, mais en fait t'es gros. En fait le truc sous-entendu c'est toujours par rapport à mon physique quoi, mais t'es pas exactement pareil qu'un cycliste du Tour de France. Enfin, c'est toujours tourné. En gros, mais comment t'arrives à marcher avec ce poids-là? Parce que je fais 80 kilos, mais Thierry Poulka qui fait 70 kilos sur le lac Baïkal, c'est pas tirer un guidon d'un vélo qui fait 6-8 sur le Tour de France dans un col, tu vois, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Faire 58 kilos dans ce que je fais, tu peux très vite aller à l'hôpital. Donc, mes paramètres physiologiques sont pas les mêmes et surtout, mon corps s'est adapté à ma pratique et à mes aventures. En gros, il stocke, quoi. En gros, il se dit toujours, le bâtard, je pense qu'il va me mettre encore 10 jours dans la tronche. Je garde. Donc, il garde un peu tout. Okay. Et voilà. Et puis, cette année, l'année 2022, je fais 100 nuits blanches. Donc, je fais pratiquement all-in sur toutes mes courses. Je gagne presque toutes les courses que je fais. Très satisfait. L'année d'après, je fais 2-3 courses très, très dures. Donc, je fais 4. Et je finis par le Chili, quoi. Donc, je fais 4e des 3 plus grosses courses, on va dire, plus médiatisées du monde dans notre petit monde de l'ultra-endurance à vélo, en VTT. Silk Road, Tour Divide et Atlas Mountain Race. Et je finis par le Chili, quoi. Je me dis, wow, mois de novembre, c'est le bon mois pour aller au Chili. Voilà, projet de 20 jours, 4500 km. Puis en fait, je me martyrise la tête, quoi. J'avais pas envie, mais dès le premier jour, je sens que je suis pas bien, quoi. Je suis pas dedans. Il fait très chaud, il fait 45 degrés. Je passe de 0 à 4003, je crois, le premier jour. J'étais décapité. Je finis en 100 bornes, hein. Je finis mort et je dis, ouais, je pense que ça va se débloquer. En fait, ça s'est jamais débloqué parce que quand ça commençait à aller mieux physiquement, je commençais à être épuisé. Et j'ai poussé, quoi. J'ai poussé mon corps, mes limites physiques, mentales. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment plus envie, quoi. Et je le faisais pour faire. Parce que tout ce projet est un peu médiatisé, mais surtout, je vais faire aussi documentaire sur ce truc. Et montrer la vérité. Montrer la vérité d'un homme dans les conditions de demain, montrer ma vérité physiologique, montrer ma vérité psychologique et dire c'est horrible, en fait. Tu vois, c'est trop dur. C'était trop dur, en fait. C'est juste ça qui s'est passé. C'est que je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin, comme plein de fois dans ma vie, plein de conneries que j'ai fait. Si on se met 4 bouteilles de Sky sur la table, on est en capacité de les finir jusqu'à tomber. Donc, je serais très content de faire ça avec toi, mais c'est peut-être un peu trop, tu vois. Et je suis comme ça un peu sur tout. Sauf que là, j'y avais touché mes limites. Mais comment... parce que sur le coup, t'y es allé, t'as continué. Est-ce que c'est parce que tu t'es pas écouté? Ou au contraire, tu t'es écouté, tu t'es dit, bah en fait c'est bon, je peux continuer à y aller. Et c'est après coup, enfin, comment t'as senti que c'était trop? Ça fait 30 ans que je fais ça, mec. Ça fait 30 ans. Je pense, toi, on te met dans une descente d'enduro, tu fermes un œil et demi, tu vas la descendre. Pas très vite, mais tu vas la faire. Et donc, oui, mais je sais que je peux m'arrêter à un moment donné. Oui. Et je vais peut-être m'arrêter. Ouais, mais... Et toi, tu t'es pas arrêté. Je suis un robot, en fait. Tu sais, je suis un robot parce que il y a un autre truc, c'est que je peux abandonner. Et en fait, sur ma casquette, il y a marqué finisher, start with legs, finish with mental. Et je vais dire quoi au monde entier? Je vais dire, je suis un menteur, je suis un manipulateur, je vous vends du rêve. En fait, je suis une trompette, quoi, tu vois. Je vais faire quoi? Non, je vais au bout. Par contre, ça a été dur. Tu vois, je vais au bout du truc et je me dis, bah, t'es con, quoi. Voilà. Et surtout, c'était le reflet de la vie, tu vois. C'était aussi ça allait plus loin, c'était que je pensais tous les jours, et c'est fou, mais c'est la vérité, je pensais tous les jours à ce que le Bangladesh va disparaître parce que les eaux vont monter, et je pensais tous les jours à ces sujets-là, à des sujets cons, à des populations qui vont migrer, et je me disais, et toi tu traverses un désert qui est presque 100% privatisé, l'Atacama,
pour faire des batteries. Bon, je dis rien parce que t'as 2 vélos électriques en bas, mais des batteries lithium, moi je pensais que c'était pour mettre dans les salières le sel qu'il y avait dans la Takama. En fait, c'est pour faire des batteries au lithium pour mettre dans nos téléphones, dans nos trucs, dans nos maisons, dans tout, dans nos voitures, et ça me tuait en fait. Je me disais mais t'es à côté de tes pompes quoi. Je marchais sur la tête quoi. Donc voilà. Donc quand je reviens, je suis dématé et surtout c'est une période où tous les ans j'ai du mal. Tu vois, novembre, décembre, les fêtes de fin d'année. Je suis pas très content, mais là j'ai pris cher. Donc j'ai dû revenir le 23 décembre, donc la veille de Noël, que j'étais à la limite de passer tout seul, tu vois. Premier de l'an et là janvier, je suis un peu dans le dur. Et je me mets il y a Adrien Lichtier qui me dit, bon, on l'a fait cette Atlas Mountain Race en duo, qui est, mec, top 5 mondial, on a à peu près le même niveau, on s'est toujours bataillé, bon, je l'ai toujours battu, désolé Adrien, mais contrairement à d'autres certains m'ont toujours battu aussi, et il a souvent fini juste derrière moi, en fait, mais on a vraiment le même niveau, et je dis, bah, carrément, truc de copain et tout, non, j'étais mort. J'étais mort, je suis arrivé, j'ai abandonné ma première course d'ultra là-bas dans l'Atlas. Ouais. Et puis s'en est suivi un mois où je me dis mais c'est pas ça que je veux en fait, tu vois. C'est pas ça que je veux. Et puis après il y avait des trucs familiaux, une séparation avec mon ex-copine, des remises en question. Je me sépare de Perrine, je suis dans le dur parce que en fait je me sépare de Perrine parce que j'avais l'impression que je la rendais pas heureuse. Donc, elle m'en veut terriblement, et blablabla, et ainsi de suite. Enfin, les trucs de couple à la con, mais... Et je me dis, mais en fait, je suis nul sur tout. Tu vois, le truc de... Je suis pas bon en vélo, parce que j'abandonne ma course, mais la Takama, c'était quand même horrible. Physiquement, j'étais pas dedans. Je fais pas bien mon job. Sur les Gravelman, j'étais un peu absent. Tu vois, parce que je suis un peu géo du Club Med, à faire des blagues et tout. Là, j'étais pas dedans, tu vois. Comment tu veux vendre du rêve aux gens alors que toi t'es pas bien intérieurement? Donc j'étais limite en pleurs. Des fois je descendais, je me rappelle, j'allais me cacher pour chialer quoi. C'est dur de dire ça et c'est bizarre pour un mec des mecs. Pour nous c'est un peu bizarre entre hommes, mais c'est la vérité. J'ai passé 2-3 mois à chialer quoi. Putain c'était. Et je dis mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais tout ça? Mais je veux aller où en fait, tu vois? Et en fait je suis juste revenu à pourquoi, tu vois, pourquoi l'Himalaya, pourquoi j'y retournerais pas. Et donc je suis retourné au Maroc, j'ai repris le temps avec les Berbères et je parlais beaucoup avec des anciens de là-bas et je souriais parce que je disais mais ils ont tellement raison, tu vois. Et ils me disaient mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'était jamais grave. Il y avait rien qui, non, c'est pas grave. Mais non, mais j'aimerais bien quand même que ça avance le projet. Inch'Allah. C'était toujours Inch'Allah. Et je dis, en fait, c'est vrai. On contrôle rien, tu vois. Et il y a un peu ce truc-là de accepte, Steven. C'est pas grave. Il y a rien qui est grave. Voilà. Et l'Himalaya, ça m'avait apporté ça que j'ai perdu en revenant en Occident. Trop longtemps. En fait, j'ai trop passé de temps en Occident. Donc voilà. Donc j'ai pris des décisions qui me permettent aujourd'hui de me dire demain ça va aller mieux et ça va beaucoup mieux, hein, tu vois, ça va. Mais ouais, j'ai mis 2-3 mois à me dire waouh, mais arrête tout, mec, arrête tout complet, quoi. Voilà. Et finalement, de ce que j'entends, c'est que avec le Chili, t'es quand même allé au bout de toi-même. Ah ouais. Ce qui est un peu le but. Ouais. Finalement, un peu. Ouais. Donc, d'une certaine manière, est-ce que t'as juste pas obtenu ce que tu étais allé chercher? Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, mais surtout, en fait, ça faisait le deuxième désert où j'avais pas obtenu absolument ce que j'étais allé chercher. Mongolie, c'était horrible aussi, dont je n'ai jamais parlé. En plus, c'était avec Perrine, et ça s'est très mal passé avec elle là-bas. Hein. C'est pas le problème, c'était même pas elle, c'était moi. C'est pourquoi je mets quelqu'un qui a pas le même niveau que moi, qui a pas les mêmes envies, et je l'intègre dans le projet en me disant ça va être extraordinaire, on va vivre un truc à deux, et en fait, on a vécu un truc à rien parce que je suis con. Quand je suis en aventurier, c'est que je deviens un robot, quoi. Je deviens un animal, en fait. Je m'adapte au milieu. C'est ça qui me rend fort dans ce que je fais. C'est que je suis fou, en fait. Tu vois, je deviens, et je me rends pas compte. Sauf que quand il y a quelqu'un qui est autour de toi, t'es dangereux, en fait. Juste, parce que t'as le temps de rien. Tu vois, je suis pas dans la contemplation quand je fais 500 km par jour, des fois.
Les gens me disent, tu regardes les paysages? Oui, mais ça passe vite quand même. Mais est-ce que c'est pas ce que viennent chercher également les participants d'ultra, ce qui explique d'ailleurs le succès des courses d'ultra distance? Je suis persuadé qu'ils viennent chercher un temps mort, en fait, un temps off dans leur vie, et avec un temps à eux, juste, un temps à eux. Et je parlais du avoir-être. Tu peux avoir le vélo que tu veux, ce que tu veux, la maison, on est tous égaux, en fait. Tu es sur un vélo, il y a un départ, une arrivée, t'as pas d'arbitre, c'est pas du patinage artistique. Hein. Tu peux faire un triple boucle piqué, le seul truc qui va t'arriver, c'est tu t'as cassé ta roue avant ou ta fourche et terminé. Donc, on est égaux, quoi. Tu prends ton matos, tu prends ta balise, tu prends ton truc et t'as les règles du jeu. Tu peux dormir où tu veux avec moi. Tu peux dormir dans un hôtel, tu peux dormir dans un camping, tu peux dormir dans un fossé si t'as envie. Tu peux ne pas dormir, tes risques et périls, parce que c'est dangereux quand même, la route ou le gravel. Tu choisis ta discipline. Moi, je propose route, gravel, et ils font ce qu'ils veulent. Si t'es un peu aventureux, tu fais gravel, un peu VTT, machin, mais ils ont leur truc à eux, ils le font eux. C'est eux, tu vois. C'est pas une ligne d'arrivée, machin, avec des concurrents. Les gars, moi, j'encourage très fortement l'assistance entre participants. J'encourage la solidarité, j'encourage la bienveillance. Mais je le dis ouvertement. C'est pas, je le dis, c'est sous-entendu. Je le dis. Un gars qui sait pas changer une chambre à air, c'est inadmissible. Apprenez-lui. Oui. Et là, il est con. Parce que partir pour 500 bornes, 350 bornes, ou même 120 bornes ou 50, c'est con de pas savoir faire un peu de mécanique et ainsi de suite. Et ils apprennent très vite. Et puis après, ils y prennent goût, donc ils vont un peu plus loin. Et ils vont sur d'autres distances chez moi ou chez les autres. Ils vont faire des rafs, des trucs. Ils vont chercher des distances 700, 1000, 1500. Et puis après, je les retrouve sur des courses internationales. Puis ça se passe super bien pour eux. Et ils me remercient. Mais c'est pas grâce à moi. C'est grâce à eux. C'est juste qu'ils se disent, putain, waouh, ce con, j'ai envie d'avoir le même truc de junkie, là. Je veux cette sensation à 3h30 du matin où l'autre, il chante du Johnny Hallyday ou du Akhenaton. Voilà, tu vois, ce truc-là. Et c'est juste l'école buissonnière qu'ils aiment. Ce truc de, et j'ai pas d'employeur, j'ai pas d'employé, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Waouh. On fait quoi, les man? Il y en a qui sont perdus, par contre. Il y en a, si tu leur mets pas un tableau Excel avec 1000 entrées, ils sont en train de regarder, mais tu manges tous les combien? Ils me posaient la question, tu manges tous les combien, toi, en course? Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est pas, selon toi, un des meilleurs moyens d'apprendre à se connaître aussi? Eh bien sûr. Mais en fait, t'as passé combien de temps dans ta vie seul, toi? Beaucoup. Voilà. Mais t'as appris, t'as compris, t'as changé. Voilà. Les gens, ils passent jamais de temps seuls. Très peu de temps. Très peu de gens passent du temps seul. Tu vois, dans ta vie entière, tu passes peu de temps seul dans nos sociétés. Tu vois, on t'apprend pas à être seul. À l'école, t'es pas seul. À part si tu fais les formations en ligne, machin truc, t'es rarement seul, tu vois. Et en réalité, ça rend les gens un peu seuls parce que au bout d'un moment, ils ont envie de se retrouver. Ils ont du mal. Et dès qu'ils sont tout seuls, soit ils sont perdus, soit ils tombent accro à ça. Et moi, les miens, ils tombent accro à ça. Et voilà, quoi. Tu vois, quand j'ai fait Vipassana au Népal, j'ai eu ce truc-là, mais fois 1000. C'est vraiment dans le silence. Et moi, j'ai tout, hein. J'ai des pauvres, j'ai des riches, j'ai des jeunes, j'ai des vieux, j'ai des gros, j'ai des maigres, j'ai des filles incroyables de 18 ans qui font des distances incroyables. Enfin, j'ai une fille, Cindy, là, ce week-end. Je prends toujours son exemple, mais elle arrive en Auvergne et elle a qu'un bras, la fille. Elle a fait une chute en enduro il y a 2-3 ans. La meuf, elle s'est pété le bras, elle a pété tous les autres son bras, et ça se reconstitue pas depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et la fille, elle me fait 3e de Gravelman et Auvergne, avec des descentes de pistes de ski. Elle dégomme donc tous les mecs, mais toutes les filles et tout le monde. Je dis dégomme parce que je trouvais ça incroyable que cette fille-là, à aucun moment, ait doute. En fait, c'est arrivé parce que je me moque d'elle au briefing. En fait, je me moque pas d'elle, je me moque de son vélo. Et je dis, alors gars, je crois que c'était un gars qui était à côté du vélo. Je dis, alors gars, c'est sympa d'avoir qu'un seul prolongateur, mais ça serait bien de mettre le deuxième. Et en fait, c'était son vélo. C'était son vélo à elle. Et elle me dit, non, mais t'inquiète, non, je le prends pas mal du tout. Je suis vraiment désolé. Elle me dit, non, mais c'est génial, en fait. Non, mais j'ai qu'un bras. Attends, explique-moi le délire. Donc, elle m'explique, elle le fait, ça se passe bien. Là, elle est revenue au Tourmalet. Elle était quand même au pic du midi.
avec un seul bras. Elle a descendu le pic du Midi à un seul bras. Enfin, c'est dingue, tu vois. J'ai des gens qui sortent de dépression. Enfin, je te parle pas que de gens mal, mais il y a plein de gens qui vont très bien, mais il y a toujours quelqu'un qui va chercher quelque chose, tu vois. Et c'est leur moyen de se soigner, de se retrouver, il y a des gens, au tout début de Gravelman, c'était sorti de Covid, même limite dans le Covid. Et il y a plein de femmes, parce qu'à la fin du confinement, c'était genre, barre-toi, va faire du vélo, parce que là, j'en peux plus tout. Je vais te tuer. C'est soit les enfants. Et du coup, les gens, j'ouvre ce truc de Gravelman, et les femmes de concurrents ou les maris de concurrentes venaient me dire, mais merci, putain, depuis qu'il fait des conneries là, il est tellement sympa. Parce qu'il prend une telle leçon de vie que quand il revient, il est apaisé. C'est Manu Chao, le man. Et ça, c'est trop bien. Tu vois, le truc de... En fait, le gars, il avait juste besoin de respirer 2 jours, quoi. Mais alors, est-ce que l'ultra, c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, faut que t'essayes. Est-ce que tout le monde peut en faire? C'est pour tout le monde. En fait, l'ultra, ça dépend où ça débute. Tu vois, tu vois, par exemple, en trail, ils disent que c'est environ 80 bornes. Voilà. 80 bornes, donc on va dire, pour moi, à partir de 200, 250 bornes, ça peut ressembler à un ultra vélo, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont très débutants qui font mes Gravelman 350, par exemple, qui n'ont jamais fait plus de 60, 80 km d'affilée. Ouais, mais par exemple, l'ultra, ça dépend aussi de soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, mon ultra à moi va évidemment pas être ton ultra à toi. Moi, il va me falloir 250 km, peut-être 300, pour considérer que vraiment je suis allé au bout de ma vie. Alors que toi, il va te falloir peut-être 500. Tu vois, c'est pas forcément la même évaluation. Ouais. Bah ouais, mais même 300, ça fait mal à la tête. Parce que personne faisait ces distances-là avant que je fasse ces trucs-là. Il y avait un Espagnol et moi en Europe. Personne faisait ça. Mais moi, j'étais arrivé au constat en m'entraînant pour 2-3 épreuves ultra. Je me disais, mais en fait, à partir de 300 bornes, tu commences à avoir les yeux qui clignotent, tu vois. Je me disais, ouf, là, tu vois, t'entames une nuit ou tu commences la nuit ou, tu vois, rouler la nuit, c'est pas pareil, déjà. C'est un peu l'école buissonnière, c'est un peu l'aventure, déjà. Tu vois, rouler la nuit, t'as les bruits d'animaux, tu regardes un peu partout. Et voilà, et c'est ça le truc de cette zone d'inconfort. Ce nouvel endroit où t'es jamais allé, cette nouvelle région, ce nouveau pays, ce nouveau truc, l'ultra, ça permet ça. Voilà. Tu vas voir cette forêt, tu passes ces racines que tu détestes, mais tu les passes de nuit avec une frontale. T'es pas bien réveillé le matin, il est 5h30 et où il fait froid l'hiver. Et moi, je trouve ça dingue. Moi, j'ai des gens certains, ils avaient jamais fait de vélo, quoi. Ils avaient jamais fait de vélo. Enfin, c'est dingue de dire ça pour moi parce que j'ai commencé très tôt. Ouais. Mais il y en a qui ne savaient presque pas faire de vélo et ils y arrivent. Ils y arrivent tous. Comment on se prépare pour un ultra? C'est quoi les steps si demain quelqu'un qui nous écoute veut faire un ultra, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Rien. Non, mais si, il faut faire un peu de vélo. Il faut faire un peu de vélo, il faut avoir un peu un bagage sportif. En gros, si tu sais finir un semi-marathon à pied ou un 10 km ou un marathon à pied, tu es capable de faire 350 km à vélo, d'après moi. Mais c'est surtout un état d'esprit, c'est-à-dire que c'est des temps longs. Du coup, ça apprend la patience. Du coup, il faut passer un peu de temps sur son vélo. Parce que ça va t'apprendre à te positionner sur la selle. Il faut s'entourer un peu de gens. Déjà partir des basiques. Est-ce que tu es bien positionné sur le vélo? Est-ce que ton matériel correspond? Bon, ça, c'est ton outil de travail. Déjà, pour commencer? Ouais, étude posturale, c'est très bien. Après, ça vaut un peu cher, mais au moins, être entouré de gens qui sont des spécialistes. C'est sûr, si tu as un vélo à 500 €, tu fais une étude posturale à 250, tu te sens un peu pas très bien le soir, tu vois. Parce qu'après, faut te racheter des choses, une potence, un machin. Tu dis, oh putain, moi, j'étais juste venu là pour faire du vélo, c'est compliqué. Mais oui, c'est bien d'être bien positionné sur son vélo, parce que c'est pas des chaussures. Voilà. Tu vois, chaussures, t'as divers choix, mais quand même, ça se limite à 3 choix. Là, t'as 1000 manières de se positionner sur un vélo. Et faut apprendre donc à pédaler, à piloter un vélo qui est parfois un peu chargé. Tu vois, c'est pas un vélo de 7,5 kg, puisque tu mets des pochettes pour pouvoir dormir, avoir le matériel obligatoire, parce que j'aurai un matériel un peu obligatoire, notamment les éclairages, tu vois, rouler la nuit, se couvrir, après les lunettes, les gants, les basiques, un casque, etc. Mais faut juste avoir envie en réalité, parce que tout ça, moi j'ai déjà eu des gars en pédale plate, en basket, j'en ai une qui arrive en Stan Smith, désolé pour les sponsors, mais qui arrive en Stan Smith à chaque Gravelman, et à aucun moment ça lui saute aux yeux qu'elle a des chaussures de ville.
Parce que elle veut juste faire du vélo, en fait. Et du coup, j'en rigole, parce que je la vois en jean, avec son sac de 50 litres. Il me dit, mais pourquoi ils ont des pochettes sur les vélos? Ça sert à quoi? Et voilà. Et en fait, dans ma tête, instantanément, quand je la vois, elle, qui arrive avec son sac de 50 litres, je dis, ça, j'ai réussi. Voilà, ça, j'ai réussi. Okay. Parce que là, elle n'aurait jamais fait de vélo, sinon. Voilà. Donc, l'ultra, si on comprend bien, est accessible à tout le monde. Ouais, faut bosser un peu. Faut bosser un petit peu. Et moi, j'ai beaucoup de vélos taffeurs, en fait. Ouais. Je pense que j'ai 25%, 30% de gens qui vont au travail en vélo, matin, soir, petite balade le midi ou le soir, et basta. Ils s'entraînent pas beaucoup. Hein. Après, si t'as une base de 150 à 300 km par semaine, c'est exceptionnel. Et j'ai des gens, évidemment, qui font 500 bornes par semaine. Il y en a toujours. Hein. J'ai des anciens triathlètes, anciens cyclistes et tout. Mais moi, j'ai des gens qui s'entraînent pas beaucoup. Hein. Et c'est très bien. Après, évidemment, si tu vas faire une course de 1000 km, il vaut mieux avoir fait 2-3 sorties de 200 avant de te lancer sur un 1000. Voilà. Je pars du principe que si tu prépares une course de 1000, il faut savoir faire 300 km, il faut savoir faire une nuit dehors ou deux. Il faut, tu vois, parce que si t'as pas de boulangerie ou à manger, à boire ou à dormir, bah, tu vas devoir rouler de nuit. Si t'as jamais roulé dans un chemin avec un vélo chargé, il faut savoir le faire. Il faut savoir un peu un gonflage, le gonflage de tes pneus, tu vois. Tu vois, faut adapter un peu ton pilotage. Et pour ça, faut rouler. Donc, faut passer un peu de temps sur le vélo. Si tu veux rouler en montagne, bah, passer un peu de temps dans la montagne, parce que il y en a qui ont peur, tu vois, ils sont surpris, quand même. Ah, là, il y a des cailloux, quand même. Là, il y a du dénivelé, il y a des machins. Mais, non, je suis très étonné parce que, oui, tout le monde y arrive. Donc, j'encourage à s'entraîner, mais pas forcément à se buter, quoi, tu vois. Ce n'est que du vélo. C'est quoi, toi, tes souvenirs les plus marquants dans tes galères, tes trucs dont on t'a vu pleurer, joie? C'est quoi les deux extrêmes, le meilleur et le pire moment, par exemple? Je vais aller plus loin. Désolé, mais court. Je pense que le plus grand souvenir de ma vie d'aventurier, c'est la traversée de l'Himalaya d'est en ouest et l'arrivée. Pour moi, restera le premier moment où je dis que je suis fier de moi. En ultra vélo, je pense que c'est l'arrivée de Northscape 4000, qui est une course de 4480 bornes où je mets 10 jours, je bats le record de l'épreuve de 30 heures et là je dis ah ok. Là, je crois que j'allais un peu vite, tu vois. Et dans ma tête, parce que je sais pas comment je fais, mais j'avais réussi ça et j'étais fier. Et après, il y a un mix des déserts du 666 là, avec les prépas, tu vois, le lac Baïkal, le Paris-Dakar, etc. Ce mix de Namibia, Paris-Dakar, tout s'entremêle dans ma tête et je me dis de ça, je suis fier. Et après, les moments les plus difficiles, c'est les moments où je crois que c'est terminé, quoi. Mais le Chili en fait partie, je pense. Le Chili en fait partie où je me dis, mais je suis pas fait pour ça, quoi. Mais terminé à quel niveau? J'allais crever, en fait. Au Chili, vraiment. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait te dire ça? Bah, tu sais, quand tu vas à 0,5 km/h pendant plus de 5 km et que tu as un niveau physique où tu es capable de tenir 450 watts pendant plus de 25-30 minutes naturellement, tu te dis il y a quand même quelque chose qui va pas, t'as plus à boire, t'as plus à manger, on va où, quoi, tu vois, tu sais que la prochaine ville est à 200 km, bah tu regardes derrière toi, il y a un espèce de château d'eau, mais je pense qu'il est enterré à 80 mètres sous le sol. Tu sais que tu peux pas l'ouvrir. Bah, t'es mort, quoi, tu vois. C'est tout. Donc, ta seule solution, c'est d'attendre une voiture qui peut passer entre 2 et 24 heures ou 4 jours. Donc, ce qui n'arrive jamais dans la vie normale arrive à ce moment-là. Voilà. Mais comme dans l'Himalaya, ça m'est arrivé. Où je porte le vélo 20 heures sur 24 et que je fais que chialer parce que je dis mais j'y arriverai jamais, en fait. Tu sais, je marchais à 3 km/h, je me disais c'est aucun intérêt, quoi. Mais ces moments-là, c'est ça qui m'a rendu fort après sur d'autres choses et qui donne le sens à ce que je fais, mais aussi à ce que j'ai plus envie de faire. Et clairement, je préfère mourir autrement.
voilà. Je trouverai un autre moyen. Mais non, pas dans le désert d'Atacama. En plus, on va mettre du temps à me retrouver et en plus, je serai un peu desséché. Ouais, je préfère que, voilà, si on doit me porter cercueil, je préfère que ce soit un peu lourd, quoi. S'il fait 20 kilos, c'est un peu... Non, mais ouais, non, j'ai eu peur, ouais. Donc, maintenant, je vais faire un peu plus attention. Je vais écouter ma maman. C'est quoi la suite alors en 2024 et puis même après? Bah, là, je reviens d'une course. J'ai fait la Trans-Balkan Race c'est une de mes décisions cette année, c'était de plus faire d'ultra. Et j'avais dit, je fais une course, peut-être deux. Voilà. Parce qu'il y a mon copain Justinas qui vient de gagner la Trans-Balkan Race, la Tour Divide, pardon, aux US et qui m'a invité à sa course en Norvège en juillet, mais je suis pas sûr d'y aller. Mais c'est de faire une course d'ultra dans l'année, donc j'ai fait la Trans-Balkan, c'est bien passé. Et là, j'ai l'UTMB fin août. Du coup, là, j'ai un bloc de 2 mois à la montagne, en altitude, et puis on va voir si le gros, il arrive à courir. Et puis, non, faire du mieux possible, tu vois, j'ai pas d'objectif de résultat, même si j'ai un petit truc dans la tête. Je sais que je suis incapable de rivaliser avec n'importe qui du top 50, voire top 100, donc voilà, mais j'ai envie de m'amuser dans les montagnes juste avec des chaussures et puis me dire est-ce que mes chevilles tiennent, mes genoux, est-ce que ça va vite aussi. Tu vois, c'est très rapide pour moi, hein. C'est entre 24, 30, voire 40 heures si je suis pas bon. Désolé pour ceux qui font 45, 50 heures, mais non, j'ai envie de me tester. Et puis après, 4e désert fin d'année du 666, l'Australie. Alors, c'est pas financé, c'est pas abouti, mais c'est bien. C'est bien parce que je me prends pas la tête là-dessus. Et puis voilà. Parce que quand j'entame ces phases de prépa et tout, je commence à stresser, à me prendre la tête et à me dire... tu sais, c'est horrible de se dire... tu vas frôler des moments comme je viens d'expliquer et tu sais que ça va être dur. Et quand tu te prépares à ça va être dur, je me mets dans ma bulle et je deviens un peu chiant au quotidien. Donc voilà. J'aime pas ça, même vis-à-vis de moi-même. Voilà, et puis après l'an prochain, on verra. Je pense, là, ça m'a titillé un peu de les voir traverser les États-Unis. L'année dernière, j'ai eu des problèmes sur cette course. J'ai eu un peu envie là, mais on verra. On verra, mais je pense un ultra vélo par an, peut-être un ultra trail, peut-être 2, et puis voilà, mais on verra. Feeling maintenant, je me prends plus la tête. Et puis, non, les aspirations profondes de ma vie, si je dois te dire, mes rêves absolus. Non, je sais pas, j'ai envie de traverser l'Atlantique en pédalo, par exemple. Pédalo-rame. Quand j'ai mal aux jambes, je prends les bras. Quand j'ai plus de bras, je prends les jambes. Et voilà. On m'en dissuade, mais je pense que c'est possible. Mettre un vélo en haut de l'Everest. Après, le rêve ultime d'aventurier, mais probablement que je le ferai jamais, c'est de refaire l'altitude 0, mais en vélo. Et impossible, je pense, aujourd'hui, clairement. Et voilà, mais après, finir ce 666, traverser donc l'Antarctique en vélo, Arctique, et puis après, je pourrais me mettre au golf, et puis, et puis faire autre chose. Non, mais après, j'irai, plus vers, j'irai dormir chez vous que vers du mycornisme, on va dire. Ok. Puis après peut-être construire une famille, peut-être avoir des enfants, peut-être avoir une normal life un peu. Et puis on verra. Ouais. Mais je commence à en avoir assez. Il y a des gens qui m'ont dit ça la semaine dernière, et c'est un peu vrai des fois. Mais t'en as pas assez fait. T'as tout fait. En fait, il y a des gens qui c'est marrant parce que pour eux, t'as toujours tout fait en fait. Donc c'est bien. Ça rassure, mais moi, j'ai pas tout fait. Voilà. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? D'être heureux, c'est tout. Le reste, je m'en fous. Gagner, au fond, je m'en fous. Battre les autres, je m'en fous éperdument. Mais juste être heureux, continuer à faire rêver les gens, leur donner envie de faire du vélo, leur donner envie d'être heureux, continuer à être passionné et donner le max, quoi. C'est tout ce qui compte dans la vie, je pense. Dans nos sociétés, dans notre monde, hein, qui va un peu... vers des situations folles où les gens se détestent alors qu'on s'aime profondément. Dès qu'il y a un but en foot, on se tape tout dessus, même si on s'aime, on est tous là en train de se serrer dans les bras. Et enfin, c'est dingue comment on peut s'aimer et se détester en même temps, alors que
on est des animaux sociaux, tu vois. On est fait pour être ensemble. On nous aurait pas constitués comme ça, tu vois. Moi, j'aime bien être tout seul, mais j'aime bien surtout les gens. Et c'est ça aussi. Tous ces projets, c'est que je me rends compte au fur et à mesure de ces déserts, de ces conneries, que j'ai envie d'être avec des gens. Et ce que j'aime le plus au monde, c'est me retrouver avec mes frères humains et dire waouh, qu'est-ce qu'on fait ensemble, ça va être cool, quoi. D'où Gravelman, d'où le reste, d'où les conférences, d'où tout ça, d'où être là en face de toi. Parce que je suis là pour transmettre, toi aussi. Tu vois, tu fais pas ça pour crier dans un lavabo, sinon on prend, tu vois, on prend un aquarium, on est tous les deux, et puis on se dit, bon, bah, sinon ça fait beaucoup de caméras pour pas grand chose. Donc voilà. Mais moi, je souhaite juste que les gens soient heureux, être heureux, moi aussi, si je peux un peu, et puis voilà, la santé. C'est tout. Bon, on te le souhaite, en tout cas. Ouais. Question rituelle. Que du coup j'ai préparé un petit peu avant. Bien sûr. Donc, si tu devais entendre quelqu'un dans un prochain épisode d'En roue libre, ce serait qui? Bah, ça va te paraître complètement bizarre, rocambolesque, mais j'ai rencontré un garçon il y a, je crois que ça fait 3 ans maintenant, parce que j'étais après Northscape, qui s'appelle Akhenaton, qui est un chanteur de rap assez connu, du groupe I Am, et je leur avais fait écouter, je leur avais montré des images de mes réseaux sociaux de Northscape, et ils me regardaient un peu avec méfiance au début. Puis en fait, 4 heures après, ils me payent une glace avec Shuriken, à côté de République. J'organise un Gravelman, et rencontre improbable. Et je le revois, il me réinvite à un concert, et il me dit, bon, quand est-ce qu'on le fait, ce tour à vélo au Maroc? Voilà. Et en fait, il fait du vélo depuis toujours. Vraiment. Autour de son studio. Et il a fait du vélo et il me dit, ouais, je mets pas des pantalons comme vous et tout, mais bon, j'aime ça, le vélo. J'ai toujours fait du vélo. J'adore le vélo. Tu sais, bon, j'ai fait la boxe et tout, mais, et en fait, il adore le vélo. Donc, j'ai un projet avec lui au Maroc, pour, soutenir les populations qui ont été victimes du tremblement de terre, là. Qui est maintenant un sujet un peu mis de côté parce qu'il y a eu d'autres choses folles dans le monde, des guerres, etc. Mais les élections, machin truc, mais il y a eu quand même un gros tremblement de terre. Donc, on va voir quand est-ce qu'on fait le projet, comment on le monte, avec qui. Mais lui, j'aimerais bien qu'il parle de vélo. Parce qu'il le fait pas, il le fait jamais, parce que c'est pas son habit de lumière. Et c'est pas son rôle aussi. Mais j'aime bien la manière dont il m'a parlé du vélo, parce qu'il en parle de la même manière que moi, tu vois, c'est son truc contemplatif, c'est putain, mais tu sais, là, la route était bloquée avec le vélo, tu vois, électrique, là, tu vois, je vais trouver un vélo électrique, putain, tu peux monter tout en haut, tu descends et tout. Je fais peut-être très mal son accent marseillais, mais c'est pas grave. Mais non, j'ai adoré ce truc parce que je me dis, en fait, le vélo, il nous réunit, tu vois, il nous réunit, nous, lui, c'est ça aussi, et d'autres. Et on essaie de réunir les autres aussi du groupe, mais ouais, putain, ça fait mal. Ouais, putain, j'ai mal au cul, rien que d'y penser, machin. Ouais, ils avaient pas envie, mais je crois qu'il y en a 2 qui sont chauds, ça y est. Donc voilà, mais ouais, j'adorerais. Super chaud. Ouais. Super chaud pour ça. Faut qu'ils viennent. Carrément. Ouais. Faudra organiser ça. Grave. Bon, génial. Bah, merci beaucoup, Steven, pour tout ça. Merci pour cet échange. Merci pour t'être livré, avoir partagé un peu tout ça. Et puis bah, à très vite. Et puis, merci à toi. Et puis, bah, à vous qui nous écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, salut.